Le 4 mai 2006, dans la ville de Cincinnati, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, au petit matin, des passants signalent ce qui ressemble d'abord à des débris calcinés dans un terrain à l'écart. Les premiers policiers arrivent sur place. Très vite, le doute n'est plus permis. Il ne s'agit pas d'un incendie ordinaire. Ce qui gît là est un corps. Une jeune personne dont l'identité n'est pas encore connue. Les traces sont peu nombreuses, mais suffisantes pour comprendre que la mort n'est pas le fruit du hasard. À ce moment précis, rien n'indique qu'il s'agit du premier acte d'une série. Juste un fait brut, isolé, que la ville va tenter d'absorber avant de passer à autre chose. Ce que personne n'imagine encore, c'est que cette découverte marque le début d'une trajectoire qui va s'étendre sur plusieurs années. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire terrifiante mais vraie d'un tueur en série qui a terrifié la ville de Cincinnati. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Le 4 mai 2006, dans la ville de Cincinnati, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis. En fin d'après-midi, la ville continue de vivre comme elle l'a toujours fait. Les voitures passent, les trottoirs se vident peu à peu, les habitudes se répètent. Casonia Crawford a 14 ans. À cet âge, on n'imagine pas que la journée puisse avoir un point final. On se projette au lendemain et aux petites choses qui comptent sur le moment. Casonia se déplace dans cette ville qu'elle connaît, avec ses rues, ses repères, ses trajets qui lui paraissent sûrs. Rien ne la prépare à ce qui va arriver. À un moment donné, elle croise un homme. Ce n'est pas une scène marquante, c'est juste une rencontre qui semble anodine, comme il y en a des dizaines chaque jour. L'homme s'approche d'elle et l'aborde. Il lui parle calmement, puis d'un coup, la situation bascule. Il est trop tard pour revenir en arrière. Il se jette sur elle d'un geste ferme et calculé. Casonia est maintenue, immobilisée par une force qui la dépasse. À 14 ans, le corps n'a pas les moyens de lutter longtemps contre un adulte. D'un coup, les mains de l'homme se rapprochent du cou de la jeune femme, puis serrent encore et encore. Peu à peu, la vie quitte Casonia. Après avoir fini, l'homme se relève lentement et reste là à regarder le corps inerte de la jeune femme. Il ne se débarrasse pas du corps dans la précipitation. Il reste là. Il réfléchit. Puis il déplace Casonia vers un endroit à l'écart, un lieu où personne ne s'attarde. C'est là qu'il prend une autre décision. Il utilise le feu, pas par colère, mais pour camoufler son acte. Après avoir fini, il se relève et quitte les lieux. Plus tard, au petit matin, quand des passants découvrent le corps de Casonia Crawford, il est partiellement calciné. La police arrive quelques minutes plus tard. Les agents posent les repères sur la scène de crime et commencent à observer les détails. Ils se rendent compte alors que ce n'est pas un drame spontané. Il y a eu une sorte de protocole d'action, une logique. À ce moment-là, ils ignorent encore qui est l'homme responsable de cet acte. De son côté, le tueur, quelque part, est en train de comprendre autre chose. Dans sa tête, ce qui vient de se produire n'est pas seulement un acte de violence, c'est une expérience. Et cette expérience le soulage et lui fait ressentir quelque chose de nouveau. Il en est sûr, il recommencera. Le 14 juin 2006, à Cincinnati, un peu plus d'un mois s'est écoulé depuis la mort de Casonia Crawford. La ville a repris son rythme. Les gens parlent d'autre chose. L'histoire commence à se dissiper, reléguée à une affaire tragique parmi tant d'autres. Ce jour-là, Mary Jo Newton a 45 ans. Contrairement à Casonia, elle n'est pas une adolescente. Elle a un passé, des habitudes, des faiblesses aussi. Elle vit en marge, dans sa réalité que peu de gens regardent. Elle se déplace dans la ville, à pied, fatiguée par la réalité de son quotidien.
Ce jour-là, dans une rue déserte, elle croise un homme. Là encore, rien ne semble anormal. Il se rapproche d'elle et lui parle. Il n'a pas l'air agressif ou menaçant, mais très vite, son regard change. Quand Mary Jo comprend que quelque chose ne tourne pas rond, il est déjà trop tard. D'un coup, l'homme se jette sur elle. Ses gestes sont moins hésitants, le temps est mieux maîtrisé. La lutte, si elle a lieu, est courte. Lentement, ses mains se serrent sur le cou de Mary Jo. Après quelques minutes, le corps de la femme s'écroule. Après avoir fini, l'homme se relève calmement. Puis, telle une habitude naissante, il déplace le corps dans un endroit encore plus isolé et y met le feu. Pas comme une tentative désordonnée, mais comme une étape précise et méthodique. Plus tard, quand le corps de Mary Jo Newton est découvert par des passants, il est lui aussi partiellement calciné. Pour la police, quelque chose frappe immédiatement. La scène rappelle une autre affaire. Pas assez pour parler officiellement de lien, mais assez pour que le doute s'installe. Là, les policiers prennent des photos, relèvent les indices. À ce stade, aucune annonce n'est faite, aucune série n'est évoquée, mais un doute s'installe progressivement. Loin de là, dans l'esprit du tueur, une évolution est en cours. Ce nouvel acte n'est plus une découverte, mais une confirmation. Il sait désormais qu'il n'a plus le choix. Il doit accepter ses pulsions. Le 22 décembre 2006, à Cincinnati, Noël approche. La ville se prépare, les vitrines s'illuminent. Les gens accélèrent le pas pour finir leur course avant la nuit. Kimia Rollison a 25 ans. Elle est adulte, mais sa vie n'est pas stable. Elle avance de jour en jour avec des rendez-vous imparfaits, des déplacements à pied, des choix qui se font sur le moment. Ce jour-là, elle traverse la ville, comme elle l'a fait des dizaines de fois. Elle ne se cache pas, elle n'a pas le sentiment d'être en danger. Mais ce soir-là, après quelques minutes d'observation, il se rapproche doucement de Kimia, puis il engage la conversation. L'homme se place à sa hauteur et marche à son rythme. Il ne semble pas menaçant, mais vous devinez la suite. D'un coup, son regard change. Quand Kimia comprend que quelque chose ne va pas, l'homme se jette sur elle brusquement. La lutte est brève. Chaque geste semble s'enchaîner, comme s'il avait déjà répété dans sa tête. Après la mort de Kimia, il prend le temps de déplacer le corps, de choisir un lieu en retrait, loin des regards, et une fois encore, il utilise le feu. La méthode est similaire, mais l'exécution est plus assurée. Plus tard, le corps de Kimia Rollison est découvert par des passants partiellement calcinés. Les premiers policiers remarquent des éléments qui ne sont plus des coïncidences isolées. Les positions, les traces, la façon dont la scène a été modifiée après la mort. La comparaison avec les deux affaires précédentes commence à prendre forme, sans encore être nommée publiquement. Loin de là, dans la tête de notre tueur, les certitudes se renforcent. Il se sent invincible. Entre juin et décembre 2006, puis dans les semaines qui suivent, l'enquête prend une forme particulière. Celle des affaires qui ne veulent pas se laisser ranger dans une seule boîte. Au début, chaque dossier a sa propre étiquette, sa propre date, son propre lieu de découverte. Ses propres témoignages aussi, parfois contradictoires. Les enquêteurs travaillent en équipe, mais pas toujours sur les mêmes pistes. Chacun tient une partie du puzzle et pendant un temps, personne n'a l'image complète. Il y a des heures passées à reconstruire des trajets, à feuilleter des rapports, à relire des notes, à faire des allers-retours entre les scènes, et aussi à chercher ce détail qui ne s'explique pas. On compare les photos, on mesure, on tente de comprendre ce qui a été fait avant et après la mort. Non pas pour se faire peur, mais parce que c'est là que se cache la logique. Et cette logique, justement, commence à se dessiner. 3 scènes, 3 corps partiellement calcinés, 3 affaires qui ont quelque chose en commun, même si la ville n'est pas prête à l'entendre. Alors, on reprend depuis le début. On repose les mêmes questions aux mêmes personnes. On retourne sur les endroits déjà visités. On demande au labo de regarder encore, autrement, plus finement, parce qu'à ce stade, la moindre trace peut être déterminante. Mais plus le temps passe,
plus une autre difficulté s'impose. Ces victimes ne sont pas toujours au centre des priorités de la ville. Leur disparition ne déclenche pas forcément les mêmes réflexes et les mêmes moyens. Le tueur, lui, progresse avec une longueur d'avance, parce qu'il comprend les angles morts. Au fil des mois, les enquêteurs ont une conviction qui s'installe. Ils ne chassent pas 3 histoires différentes, ils savent qu'ils chassent une même main, un seul homme. Mais à ce stade, rien ne les guide vers un suspect en particulier, juste quelques signalements. Nous sommes le 7 mars 2009, à Cincinnati. Plus de 2 ans se sont écoulés depuis le meurtre de Kimya Rollison. Pour beaucoup, l'histoire est devenue floue, diluée par le temps. Mais pour le tueur, rien n'a changé. Au contraire, ce temps n'a pas été une pause, c'était une maturation. Ce jour-là, Esme Kenney a 13 ans. Elle se déplace dans son quartier, dans un décor qui ne lui paraît pas hostile. Autour d'elle, la vie continue normalement. Des maisons, des rues calmes, rien qui ne signale un danger immédiat. Quelque part, dans ce décor familier, l'homme est déjà là. Il observe, il prend le temps. Il a attendu des années, quelques minutes de plus ne changent rien. Puis d'un coup, il s'approche d'Esme. Rien ne semble anormal. Il ne semble pas menaçant. Esme n'a pas le temps de comprendre. Quand l'agression commence, elle est déjà coupée du reste du monde. L'homme agit avec une assurance qu'il n'avait pas lors des premiers meurtres. Les gestes s'enchaînent sans hésitation. Le temps n'est plus un obstacle. Le corps d'Esme ne peut pas lutter contre cette détermination. Après avoir fini, l'homme se relève, mais cette fois-ci, avant de partir, il décide de regarder dans le sac d'Esme. Il vole alors un iPod et la montre de sa victime. Puis, comme à son habitude, il y met le feu avant de quitter les lieux lentement. Mais ce soir-là, une situation inattendue va rebattre les cartes. La suite du meurtre d'Esme Kenney, le soir du 7 mars 2009, ne va pas se passer comme prévu pour le tueur. En effet, ce qu'il ne sait pas, c'est que ce soir-là, des témoins ont repéré ses allées et venues. Alors, lorsque le corps est découvert quelques minutes après l'agression, la police est immédiatement alertée et une description précise d'un individu louche est signalée. La police arrive sur place en quelques minutes, interroge les témoins et met en place des patrouilles dans le secteur. Et puis, c'est là qu'il le voit. Un homme correspondant à la description des témoins, positionné à quelques rues du lieu où le corps a été retrouvé, seul sous un lampadaire. Les policiers s'approchent alors de l'homme sans précipitation. Ils veulent dans un premier temps comprendre à qui ils ont affaire. L'homme se tourne vers eux. Il les regarde arriver. Il semble calme. On lui demande son nom. Il répond « Anthony Wayne Kirkland ». Le nom ne leur dit rien. Pas encore. On lui demande ce qu'il fait dans le coin, pourquoi il se trouve là à cette heure-ci. Ses réponses sont simples, mais elles ne coïncident pas avec ce que les témoins ont décrit. Alors un agent demande l'autorisation de le fouiller. Anthony Kirkland hésite une seconde, puis accepte. La fouille commence. Dans ses poches, les agents découvrent une montre, un iPod et des effets personnels divers. Pour le moment, la police le considère uniquement comme un suspect. Dans le doute, Anthony est conduit au commissariat. Durant le trajet, la police reçoit des informations concernant des objets volés sur le corps d'Esme Kenney. Il précise qu'il s'agit d'une montre et d'un iPod. Les policiers se regardent alors. Le doute n'est plus permis. Ils ont mis la main sur leur homme. Arrivé au poste de police, Anthony est placé dans une salle aux lumières blanches. Les objets sont posés devant lui, un à un. On lui demande d'expliquer. Il hésite un moment, puis parle. Les enquêteurs écoutent, recroisent, revérifient. Anthony commence aussi à parler des autres victimes de 2006. Des rapports sont ouverts. Les évidences sautent aux yeux. La nuit avance et avec elle, les questions deviennent plus précises. Anthony Kirkland comprend que ce qui était resté flou pendant des années se referme maintenant autour de lui. Le temps passe et au bout de quelques heures, Anthony Kirkland est inculpé de 4 meurtres.
Mais qui est donc Anthony Kirkland? Avant d'être un nom sur un rapport de police, avant d'être associé à des scènes de crime, il est un enfant né à Cincinnati, dans l'Ohio, le 13 septembre 1968. Sa mère s'appelle Carol Yvonne Kirkland. Elle a 17 ans lorsqu'elle donne naissance à son fils. À cet âge, la maternité ne rime pas avec stabilité. Le père biologique d'Anthony est identifié sur l'acte de naissance. Il s'appelle Donald Petitjohn. Son rôle dans la vie de l'enfant reste limité. Aucune présence constante, aucune structure familiale solide pour servir de point d'ancrage. Anthony grandit dans un environnement fragmenté, marqué par des déplacements, des ajustements permanents, des repères qui se déplacent plus qu'ils ne se fixent. Plus tard, sa mère se remarie. Elle épouse un homme nommé Clarence Spencer. Anthony est alors adolescent. Cette nouvelle figure paternelle n'amène pas pour autant une rupture claire avec le chaos des années précédentes. L'enfance d'Anthony Kirkland n'est pas celle d'un foyer apaisé et structuré. Lors des procédures judiciaires, ses avocats décriront un climat familial marqué par des violences et des maltraitances, à la fois physiques et psychologiques. Ces éléments sont présentés comme des facteurs de contexte, mais ils ne sont pas documentés par des rapports sociaux ou des dossiers officiels d'enfance accessibles au public. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'Anthony grandit dans une forme d'instabilité qui ne lui offre ni cadre ferme, ni trajectoire lisible. À l'âge adulte, il ne se construit pas de vie structurée, pas de carrière stable. Il enchaîne les emplois précaires, des périodes d'errance et de relations courtes. Il se fond dans le décor des quartiers populaires de Cincinnati, sans se distinguer et sans attirer l'attention. Ceux qui le croisent à cette époque ne le décrivent pas comme un homme instable, mais comme une présence discrète, parfois effacée, parfois difficile à cerner. À la fin des années 80, Anthony Kirkland est un jeune adulte qui n'a rien construit de solide, ni dans sa vie personnelle, ni dans sa place sociale. Il porte avec lui un passé désorganisé, des colères mal canalisées et une identité qui ne s'est jamais vraiment fixée. C'est dans cette configuration, avant tout passage à l'acte connu, qu'il entre dans l'âge adulte. Et c'est là que sa trajectoire va prendre une direction qui ne permettra plus aucun retour en arrière. En mai 1987, Anthony Kirkland a 18 ans. Il n'est plus un enfant, mais il n'est pas non plus un homme construit. Il est déjà dans cet entre-deux trouble où l'on peut se donner des airs d'adulte tout en restant piloté par des pulsions brutes. Autour de lui, rien n'est stable. Sa vie n'est pas une ligne droite. C'est une succession de journées qui se ressemblent, sans cap ni structure solide. Et puis il y a Leola Douglas, 27 ans. Une jeune femme avec qui Anthony va entretenir une relation. Mais le 20 mai 1987, cette relation devient le théâtre d'une bascule irréversible. Ce que les dossiers établissent, c'est qu'il la tue et qu'après la mort, il tente de faire disparaître les traces en utilisant le feu. Cette donnée-là est déjà un signal, un avertissement que personne ne peut encore lire comme il faudrait. Parce que le feu ici n'est pas un geste de panique, c'est une idée, une façon de modifier la scène, d'effacer, de transformer, de reprendre la main après l'irréparable. Après le meurtre de Leola Douglas, Anthony est arrêté et il plaide coupable. La justice prononce une peine de prison de 10 à 25 ans. Il entre en détention en étant à peine sorti de l'adolescence. Et quand il en ressort en 2004, le temps a changé la ville, les quartiers, les visages. Il est resté environ 16 ans en prison. À sa sortie, il revient à Cincinnati, comme on revient dans un endroit qui ne vous a pas attendu. Et dans cette ville, il apprend à se fondre, à être un homme parmi les autres, un visage que l'on croise sans le retenir. Il est juste là, dans la normalité. Et cette normalité lui donne une armure. On ne le surveille pas. Malgré son passé, il n'est pas une urgence pour la ville. Il est un homme de plus, qui vit à sa façon, qui traverse les quartiers, qui apparaît et disparaît dans les rythmes ordinaires. Mais au fil du temps, il semble glisser mentalement. Le temps passe, les années 2004, 2005, puis 2006. On pourrait imaginer qu'après la prison, après un premier homicide, le monde intérieur d'un homme se calme.
Mais chez certains, la prison ne guérit rien. Elle apprend à attendre, elle apprend à se taire, elle apprend à devenir patient. Et quand cet homme revient dans la rue, il peut donner l'impression d'être banal, alors qu'il est en train de reconstruire une logique. Lentement, dans l'ombre de son propre passé. Et puis nous arrivons au printemps 2006. La ville reprend son souffle après l'hiver. Les rues se remplissent, les rencontres se multiplient. C'est dans cette ville-là, dans cette normalité-là, qu'un homme comme Anthony peut repérer des faiblesses sans que personne ne s'en aperçoive. Pas parce qu'il est un fantôme, mais parce que la ville ne regarde pas toujours au bon endroit. Quand le 4 mai 2006 arrive, quand Cassonia Crawford se retrouve sur son chemin, ce n'est pas un éclair qui tombe du ciel, c'est le point de rencontre entre un passé jamais éteint, une liberté retrouvée et une décision qui, cette fois, va ouvrir la voie vers l'irréparable. Et la suite, vous la connaissez. Des années plus tard, le 31 mars 2010, dans un tribunal de l'Ohio, Anthony Wayne Kirkland fait face à la justice. Il n'est plus un simple suspect interpellé à quelques rues d'une scène de crime. Il est désormais accusé d'une série de meurtres. Le procès se déroule lentement, méthodiquement. Les enquêteurs déroulent la chronologie complète. 1987, le premier meurtre, la condamnation, les années de prison, puis la libération, l'errance, et enfin la série de 2006 à 2009. Chaque affaire est détaillée, chaque victime est nommée. Les objets retrouvés sur lui lors de son interpellation sont présentés. Les similitudes entre les scènes ne sont plus de simples coïncidences, mais des éléments d'une même trajectoire. La défense tente d'apporter du contexte. Elle évoque l'enfance, l'instabilité, les années perdues. Mais face aux jurés, ce sont les actes qui pèsent le plus lourd. Les journées d'audience se succèdent, et avec elles, l'impossibilité d'une issue favorable. Le verdict tombe. Anthony Wayne Kirkland est reconnu coupable de plusieurs meurtres. Pour 2 d'entre eux, le jury retient des circonstances aggravantes. La peine de mort est prononcée. Les années suivantes seront marquées par des appels, des audiences de réexamen, des décisions annulées puis rétablies. En 2018, une nouvelle audience de peine confirme la condamnation à mort. En 2020, la justice de l'Ohio valide à nouveau cette décision. Aujourd'hui, au moment où cette vidéo est publiée, Anthony Kirkland est toujours incarcéré. Il se trouve dans le couloir de la mort du Chillicothe Correctional Institute, dans l'Ohio. Il y attend l'exécution de sa peine. Le parcours qui avait commencé dans les angles morts de la ville s'achève désormais dans un espace où le temps n'ouvre plus aucune perspective. Cette affaire parle d'une décision, une porte ouverte en toute connaissance de cause. Anthony avait déjà tué en 1987. Il avait déjà utilisé le feu pour modifier la scène de crime. Il avait déjà franchi une ligne claire. Et pourtant, après des années de prison, il a été autorisé à sortir, à revenir dans la même ville, à reprendre une place dans le quotidien, comme si tout était résolu, comme si ce qui avait été fait appartenait définitivement au passé. L'absurdité est là, dans l'idée qu'un homme qui avait déjà tué, qui avait déjà tenté d'effacer ses actes, pouvait être réintroduit sans que personne ne se demande ce qu'il avait appris. Car la prison, dans ce cas, n'a pas effacé, elle a attendu, elle a laissé le temps faire son œuvre. Et quand Anthony Kirkland est sorti, ce n'est pas un homme nouveau qui a marché dans les rues de Cincinnati. C'était le même, avec plus de temps derrière lui, plus de patience, plus de maîtrise. La suite, vous la connaissez. Des vies brisées, des années de retard, des dossiers que l'on a mis trop de temps à relier. La justice a fini par parler, fermement, mais elle l'a fait après avoir permis que l'histoire se répète. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes actualités. Tu peux aussi cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent en haut de ton écran. Des histoires tout aussi froides, vertigineuses et réelles. Des plongées dans l'esprit de ceux qui ont dépassé toute limite. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.